Jean-Jacques. Alors Valérie, toi tu diriges donc le théâtre d'Arles, qui est une scène conventionnée, et tu es membre par ailleurs de Territoire de Cirque. Mais donc dans un article qu'un journal local, enfin Zibeline je crois, hein, qui est un journal tout à fait intéressant, journal culturel qui est sur les Bouches-du-Rhône, ou PACA, je ne sais pas exactement, et parle à propos de ton théâtre, il dit, voilà, il parle de caractérise son théâtre en écrivant, le titre c'est Hospitalité arlésienne. Et j'ai trouvé aussi une phrase que dans un interview, tu dis, le théâtre d'Arles fait des états du monde des états d'âme à explorer avec toujours plus d'humanité. Et il se trouve que je connais bien Valérie, c'est une amie très chère, et quand on connaît quelqu'un, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il fait dans son théâtre, ce qu'elle fait dans son théâtre. Et je trouve que ton théâtre te ressemble. Voilà. Non, mais c'est pas simplement parce qu'il a les caractéristiques c'est que on sent que c'est et souvent c'est porté complètement, c'est incarné. Voilà, c'est incarné. Et souvent même, tu m'as dit, comme dans les nombreuses conversations que nous avons, tu me dis, tu sais, où est-ce que veux-tu que j'aille? Je vais pas aller là, je vais m'emmerder, quoi. En un mot, ça va pas me plaire, etc. Bon, tu me dis sans arrêt, tu me dis, bah oui, Arles, j'ai pas beaucoup d'argent, le théâtre est petit, mais au moins je fais ce que j'ai envie de faire. Je suis dans un rapport vivant. Hein. Donc ça, j'aimerais bien que tu nous parles de ça, parce que c'est une petite ville, Arles, une ville de pauvres qui plus est. Et puis, juste un petit moment aussi que tu nous parles quand même de cette formidable aventure de Joël Pomera à la prison de haute sécurité, la centrale de Arles, qui s'est terminée il y a quelques jours, je crois. Hein, voilà. Je te laisse, et puis ensuite, ce sera Cathy Bouvard qui va conclure cette première partie, et ensuite Jean-Jacques Ayagon nous dira, s'il le souhaite, quelques mots de manière à ce que nous restions dans les horaires. D'accord. Alors dire déjà que j'ai travaillé dans des scènes nationales, grosses scènes nationales, dans des centres dramatiques, et que j'ai fait le choix de postuler dans un théâtre plus petit, dans une petite ville où je pourrais voir ce que je mettais en œuvre. C'était assez intéressant pour moi. J'ai beaucoup travaillé sur les publics dans d'autres maisons et servi le projet des autres. Et j'avais envie d'écrire un projet sur les nouvelles écritures scéniques et de le partager avec l'ensemble d'une population. Donc j'ai mis en œuvre ce projet en faisant le pari que j'allais travailler avec des artistes qui m'aideraient à proposer des projets à la population qui ne seraient pas que des actions artistiques, culturelles, qui seraient des vrais projets de création où, comme le fait Romaric aussi à Valenciennes, on proposerait à la population de venir traverser des processus de création un peu longs et où on donnerait à voir ce qui est à donner à voir en fonction du temps. Donc ça prend des formes extrêmement variées. Hein. J'ai travaillé pas mal avec Michel Fetzer, Michael Filippo, avec le GDRA. Pour Marseille 2013, par exemple, j'avais demandé au GDRA de faire une cartographie de la région. Donc ils ont travaillé pendant presque 1 an et demi à enquêter auprès des populations. C'était très intéressant de voir à quel point ce territoire est divers en termes d'origine. Donc voilà, ça me tenait à cœur de regarder le monde et d'essayer de partager des visions en travaillant aussi avec des philosophes. J'ai pas mal travaillé avec Jean-Paul Curnier, paix à son âme, avec des anthropologues pour voilà, essayer d'amener des populations à venir traverser des objets artistiques parfois très transversaux, hybrides, des choses très contemporaines en général. Et ça, tu as le sentiment que ça te serait difficile peut-être de le faire dans un lieu plus officiel, on va dire, plus reconnu. Non, c'est une question. Hein, À l'époque, je ne me suis pas posé cette question-là. Je me suis dit qu'à Arles, il y avait de l'écoute. Je pense des élus qui étaient prêts à traverser cette chose-là.
Et je dois dire que j'ai eu aussi la chance d'être entendue et d'avoir des élus qui regardent le travail régulièrement, ce qui est un véritable soutien. C'est-à-dire qu'il y a une confiance qui est réelle. Je suis là depuis 10 ans, donc les choses ont cheminé. Et les choses ont cheminé aussi dans les salles, c'est-à-dire qu'on a vraiment un public mixte, socialement mixte sur le plan culturel, cultuel. Et on travaille aussi beaucoup sur toutes ces questions de société qui nous interrogent. Les migrants, les problèmes identitaires. On est sur un territoire quand même complexe où la question du racisme existe. Moi j'essaie d'apporter des questions, des débats, des relations. Et c'est vrai que j'essaie de faire de ce lieu un lieu hospitalier pour tous. Alors j'y travaille avec les artistes aussi. Là récemment, avec Michel Schweitzer, on a travaillé avec les Restos du Cœur, des associations caritatives, avec un groupe de personnes qui étaient vraiment en grande difficulté morale, économique, et qui ont travaillé une dizaine de jours avec Michel. Et les retours qu'ils nous font, parce que on mange avec eux, on s'occupe d'eux aussi, c'est vrai, on s'occupe d'eux. Voilà. Et on s'occupe aussi de l'après, c'est-à-dire que quand cette chose-là, avec ces 12 personnes, se termine, avec les acteurs sociaux, on cherche des fils. C'est-à-dire que nous, évidemment, après, on s'occupe d'autres personnes, mais on a le devoir de tirer des fils pour que les choses se poursuivent. Et de toute façon, l'objectif, c'était de remettre ces personnes en confiance avec elles-mêmes pour qu'elles puissent cheminer seules et venir seules partager des ateliers qui sont de toute façon toujours ouverts à tous, qui ne demandent aucune pratique. On fait ça tout au long de l'année pendant certains week-ends. Venir voir des choses, rencontrer des artistes, venir boire un café au bar. Moi, je pense que les bars, par exemple, dans les lieux sont très, très importants. C'est des lieux de convivialité. Voilà, je sais pas. Donc, et Joël Pomera, quand même, à la prison, à la centrale d'Arles, parce que ça, c'est quand même, ça a été, je crois, un événement absolument considérable. Donc, en fait, Joël travaille depuis à peu près 3 ans et demi à la centrale d'Arles, qui est une prison pour les longues peines. En fait, le projet vient d'un détenu qui avait fait un stage d'écriture de scénario au Baumette, qui est arrivé à Arles et qui a souhaité poursuivre quelque chose. Et il se trouve que, après de nombreuses discussions, Joël a été d'accord pour rencontrer ces détenus et qu'il s'est passé une chose assez forte pour lui, suffisamment forte pour créer une première expérience sur une histoire qu'ils avaient plutôt écrite eux-mêmes avec, ça parlait de l'évasion, etc. Et puis le travail, donc on a montré des choses il y a 1 an et demi, et Joël a poursuivi le travail en réécrivant Marius donc pour ses détenus, et il a travaillé avec eux à peu près 1 an et demi, avec Caroline Guyenne qui travaille elle plus sur l'improvisation, Joël travaillant plus sur l'écriture et la mise en scène. Et donc nous avons joué 5 fois dans la centrale entre Noël et Nouvel An, parce que c'est le seul moment où l'on puisse reconstruire une boîte noire dans l'atelier de couture qui est l'atelier de travail de ces détenus. Et on a joué 5 fois et c'était assez formidable parce que les familles des détenus étaient invitées, les autres détenus. Il faut savoir que les autres détenus, par exemple, ont beaucoup soutenu l'atelier théâtre. Et les retours que nous ont fait les détenus qui ont traversé cette expérience sont absolument formidables. La ministre était là le dernier jour, elle a pu entendre un détenu lui dire ce que c'était le théâtre et à quoi ça sert l'art et la culture, avec les mots, des mots incroyables, sur la nécessité, sur comment ça nous transforme.
Donc la question de l'émancipation, elle existe toujours. Hein. Et moi, au-delà des actions, etc., moi je pense qu'on est aussi transformé, on a encore des chocs esthétiques, émotionnels, et que l'art, ça sert à ça, et c'est très important, ça nous aide à vivre. Donc moi, j'essaie de partager cette chose-là, d'aider à vivre, en fait. Voilà. Voilà, je vous disais qu'elle était passionnée. Vous en avez eu un exemple. Et puis, je voudrais quand même relever une chose qui est intéressante, parce que là, on n'est pas dans le cosmétique de tout ce qu'on a entendu. On n'est pas dans le cosmétique, parce que j'ai souvent un peu l'impression qu'il y a une sorte de tarte à la crème sur l'action artistique et culturelle, etc., où on est plutôt à la recherche de chiffres. Hein. Il faut faire du chiffre, il faut faire... Alors que là, on a affaire à quelque chose de tellement plus profond, mais cette profondeur, elle a un coût. Hein. C'est 3 ans et demi de travail, hein, de Joël et de Caroline, hein, Huyenne. C'est 3 ans et demi de travail, c'est du temps, et là, ça va me permettre d'aller vers mon ami Cathy Bouvard, parce que, alors là, c'est une déclaration, hein, chez vous. Vous dites, le rôle d'une institution, c'est de donner du temps au temps, hein, c'est presque mitterrandien, hein, d'accord. Alors je ne sais pas si c'est ton collègue ou toi-même qui dit, voilà, nous opposons à la rentabilité économique la rentabilité sémantique. Hein. Et on sent que très souvent, enfin à peu près le long interview que vous avez fait pour la revue 1, c'est une chose qui revient en permanence à travers la notion de laboratoire. Vous dites, nous sommes un laboratoire, nous sommes là pour faire partager des aventures artistiques, pour certaines d'entre elles de très haut vol, à un public le plus large. Et tu dis, et à un moment donné, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé, tu dis, nous nous considérons plus comme des curateurs que comme des programmateurs. Voilà. Donc à la fois sur donner du temps au temps, hein, opposition entre la rentabilité et le sens, hein, et puis cette question de qu'est-ce que c'est qu'un curateur dans ce cadre-là. Alors, l'aventure des subsistances, moi je suis depuis 14 ans aux subsistances, donc c'est un premier mandat très long. Est-ce que c'est un mandat? Je ne sais pas, j'en suis pas certaine. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce lieu, quand on est arrivé à la tête de ce lieu avec Guy Walter, mon co-directeur, c'était l'idée de faire en sorte que les langages les plus contemporains soient partagés par les plus larges publics. Et vraiment, les 2 pieds de notre institution ont été construits de cette manière-là. Et du coup, c'est d'abord, moi, ce qui me fait vivre, ce qui fait que nous sommes à la tête des endroits où nous sommes, ce sont les artistes et le temps qu'ils ont pour déployer leur langage, pour travailler dans la discrétion, dans la profondeur, dans l'élaboration. C'est quand même eux le centre. Oui, bien sûr, les publics, bien sûr, c'est pour eux qu'on travaille. Mais si l'artiste ne peut pas faire son travail dans de bonnes conditions, ces langages ne se renouvellent pas. Et aujourd'hui, les langages contemporains, c'est ceux qui nous permettent de percevoir un tout petit peu mieux nos zones de doute, nos zones de questionnement, nos zones de malaise. C'est aux artistes qu'on demande de nous retraduire cette chose-là et qu'on puisse mettre cette chose-là en communauté. Et si on n'a pas ce temps d'élaboration, ce temps de travail qui coûte de l'argent, qui n'est pas visible, qui ne déplace pas des milliers de personnes dès le début, eh ben, ça ne marchera pas. Et moi, je suis très, très inquiète. C'est-à-dire que du coup, j'ai entendu toutes ces belles choses, mais moi, je suis profondément inquiète aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ces lieux-là sont en train de disparaître. Ils sont en train de disparaître parce qu'on nous demande une visibilité immédiate, une rentabilité communicationnelle immédiate. Et si ce n'est pas le cas, on est remis en question, surtout nous qui n'avons pas de label, puisque du coup, nous, on pourrait être pôle cirque, on pourrait être centre chorégraphique, on pourrait être des tas de choses. On n'a pas de label, puisqu'on est aidé par la municipalité de Lyon, qui a décidé de baisser ses budgets culturels, et nous avons perdu 25% de notre subvention, voilà, récemment. Donc de fait, aujourd'hui, comment on fait? Maud a beaucoup travaillé aux subsistances, David ont beaucoup travaillé aux subsistances. Et du coup, avec cette idée de rencontrer une multiplicité de publics, ils peuvent témoigner que les publics des subsistances, l'idée c'est toujours de mettre en place des systèmes,
des procédés, des procédures, des trajectoires qui fassent que on prenne en compte la différence de chaque public et puis que petit à petit, on les amène à entendre ces langages, à exprimer ce qu'ils ont à dire aussi, et que cette chose-là, mais en fait, c'est aussi d'abord faire communauté autour de ces choses si délicates que nous disent les artistes. Et c'est avant tout cette chose-là qui me semble importante. Et quand on dit curateur, ça fait chic, hein, ça fait un peu l'intello de service. Non, c'est juste que le jour où, par exemple, avec un directeur de prison, de la prison de Lyon, il me dit, mais tu sais, Cathy, on faisait un atelier, pareil, un spectacle qui aboutit, et il me dit, mais tu sais, tous ces gamins, s'ils sont là, parce que c'était des gens très jeunes qui étaient détenus, il me dit, c'est parce qu'ils ne savent pas qui est le héros. Et je dis, ah ouais, peut-être que tu as raison. Et là-dessus, 2 ans après, on produit tout un écosystème, c'est le nouveau truc chic, un écosystème de commandes de spectacles, de rencontres avec des écrivains autour de qui est le héros aujourd'hui, avec des artistes étrangers, parce qu'aussi c'est très important que les artistes étrangers soient dans nos maisons. On n'en a pas beaucoup parlé de cette chose-là, mais ces paroles qui viennent d'ailleurs, avec d'autres systèmes économiques qui sont en lutte différemment, c'est très important que ça soit là aussi, en écho à nos propres préoccupations. Et du coup, on crée un événement autour de qui est le héros, qui d'une part se balade dans les quartiers, d'autre part a des échos en prison, travaille en prison, a des échos en prison, et puis aussi fait le boulot de relations avec le public plus classiques. Mais en tous les cas, c'est cette chose-là qu'il faut penser. Et du coup, c'est aussi une discussion permanente avec les artistes. C'est aussi dire à Maud, viens travailler sur de la musique contemporaine. Et puis elle me dit, oh non, mais moi, je me souviens d'un jour, Maud qui m'avait appelé, on lui avait proposé de travailler sur un artiste de musique contemporaine. Elle me dit, non, mais moi, il n'y a rien là, vraiment, il n'y a rien dans ce que tu m'as proposé, vraiment, je ne vois pas. Et finalement, elle a fini par faire une pièce qui est une pièce fondamentale pour toi, autour de thématiques extrêmement personnelles qui ont été du coup déployées à cet endroit-là. Aujourd'hui, nous, notre équipe, parce que c'est vraiment une équipe, les Subsistances, c'est pas que Cathy Bouvard, Guy Walter, c'est tous les autres. On est en phase, on n'a pas de label. On a l'État qui nous dit oh là là, mais alors dans quelle case on peut vous mettre? On ne peut pas vous mettre dans une case, on ne vous donnera pas trop d'argent alors. Voilà. Et du coup, on est face à une région qui est la région de Vauquier, hein, donc avec du coup, pour l'instant, ça n'a pas bougé, mais on ne sait pas trop ce qui peut nous arriver. Et puis voilà, et on nous demande de développer, on nous dit qu'il faut faire de l'entrepreneuriat culturel. Vous l'avez tous entendu ce truc. L'entrepreneuriat culturel, qu'est-ce que c'est? C'est développer une économie privée au sein même de nos maisons, donc qui prend de l'espace, qui prend de l'énergie aux équipes, pour pouvoir ramener de l'argent, voilà, et pouvoir du coup permettre aux collectivités territoriales d'en mettre moins. Moi, ça, je suis extrêmement inquiète de ce discours qui gagne de façon très très forte, extrêmement forte, et qui est très, 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 je pense, qui est très, très dans l'air du temps. Il faut trouver ses propres moyens. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur le sens, sur le partage du sens, sur la délicatesse que ça demande, sur les doutes que nous partageons tous. Et je pense qu'en partageant ces doutes, peut-être qu'on arrivera à vivre mieux ensemble. Voilà. Merci Cathy. Merci, bravo. Jean-Jacques, je vais te demander, puisque là nous sommes arrivés au terme de notre premier grand débat, puisqu'il est 12h52 et que nous devons nous arrêter à 13h, je te laisse conclure, enfin je ne sais pas si... Oui. Fabien, je ne vais pas conclure, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, je ne vais pas non plus tenter de faire une synthèse. Simplement quelques réflexions, quelques impressions. Tu nous as proposé ce matin ce tour de table excellent, formidable, extrêmement tonique, y compris dans sa dimension critique. Tu aurais pu nous en proposer beaucoup d'autres. Il y a aujourd'hui dans notre pays, il y a une vitalité des acteurs culturels sur le territoire, une vitalité formidable, qui nous renvoie d'ailleurs à la question du mode de relation entre l'État et ses expériences sur le territoire. Ce matin, le président du conseil départemental a évoqué la grande aventure de la décentralisation.
c'était en d'autres temps, c'était à l'époque où l'État pensait, et d'ailleurs pensait détenir et détenait d'ailleurs une bonne partie de la capacité exclusive à concevoir des projets, à concevoir des systèmes, à concevoir des règles, à concevoir des institutions, à concevoir des modes de relation avec le public. Et donc la décentralisation a été un mouvement extraordinaire, mais a été un mouvement descendant qui partait d'un centre et qui allait vers les périphéries. Aujourd'hui, je crois que ce modèle, il est très très largement épuisé, tout simplement parce qu'une bonne partie de la capacité à inventer ou à réinventer, je le dis avec beaucoup de respect pour le ministère de la Culture que j'aime beaucoup, mais une bonne partie de cette capacité à inventer se trouve ailleurs. Elle se trouve dans les établissements publics, par exemple, elle se trouve dans les territoires et elle se trouve entre les mains de ceux qui animent des lieux du spectacle, des lieux de la création plastique, des lieux également de la familiarisation de nos concitoyens avec l'architecture, par exemple. Je pense au FRAC d'Orléans. Et c'est là qu'on invente, c'est là qu'on trouve de nouvelles solutions, c'est là qu'on ne désespère pas. C'est là que malgré des difficultés, et parfois des contraintes budgétaires extraordinaires, on continue à faire les choses. Et donc je crois qu'il faut que le ministère de la Culture accepte finalement non plus de regarder vers les territoires, mais accepte de se mettre à la disposition des territoires et quasiment accepte de rétro-nationaliser les expériences des territoires. Donc de faire une politique nationale qui ne soit pas une politique étatique, mais soit une politique inventée ou réinventée à partir de la formidable efflorescence d'expériences partout, en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a quelques années, j'avais écrit dans Le Monde, ou plus exactement, j'avais écrit en effet dans Le Monde, une tribune qui avait ému un peu le Landerneau. Je donnais le sentiment que j'appelais à la disparition du ministère de la Culture. Bon, il est évident que je ne veux pas la disparition du ministère de la Culture, mais tout simplement je constatais qu'en d'autres temps, la République avait mis en œuvre des politiques culturelles sans ministère de la Culture. La Troisième et la Quatrième République n'ont pas été inactives en matière d'action culturelle, il n'y avait pourtant pas de ministère de la Culture, et que dans le même temps, on pouvait avoir un ministère de la Culture et ne pas avoir de politique culturelle. Ça s'est parfois produit. Et donc, ce qui me semblait le plus important, c'était une politique culturelle plus qu'un ministère de la Culture. Alors naturellement, s'il y a un ministère de la Culture, il peut être un formidable instrument de la mise en œuvre de politiques culturelles. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut que ce ministère accepte, parce qu'il est aujourd'hui dans un passage extrêmement délicat, où de toute évidence, il doit accepter de se réinventer de façon assez systématique. Les vieux modèles, ceux de l'ère Malraux, ceux même glorieuses de l'ère Lang, ne sont plus des modèles adaptés ou totalement adaptés au contexte d'aujourd'hui. Il y a aujourd'hui de nouveaux enjeux, de nouvelles situations. La société dans sa globalité a moins de consentement à l'égard des valeurs culturelles telles qu'on a pu pendant longtemps les définir. Donc il faut inventer de nouveaux modes de réconciliation de tous ceux qui vivent dans ce pays, qu'ils soient français ou qu'ils ne le soient pas, avec ce que nous appelons la culture. Je pense que cette réinvention du ministère de la Culture doit passer par une humilité du ministère à l'égard de ce que font les uns et les autres, de ce que vous faisiez, une capacité à observer les expériences du terrain, une volonté de les servir et également une disposition à tirer les leçons de ce qui se fait à Rouen, à Orléans, etc., pour tenter de réinventer quelque chose. Donc, après avoir assisté comme témoin à cette matinée, je suis plutôt optimiste. Je crois qu'il y a aujourd'hui une capacité à faire des choses, à aller plus loin. Ce soir, la ministre de la Culture sera parmi vous. Bon, c'est une femme intelligente, c'est une femme volontaire. Je crois qu'elle aura cette capacité peut-être à prendre acte. Elle connaît certaines de vos expériences. Celle d'Arles, j'imagine qu'elle la connaît intimement, prendre acte de ces expériences et tenter d'en faire la semence d'une nouvelle politique culturelle. Merci. Merci à vous tous qui avez écouté, nos amis. Je remercie chacune et chacun
d'avoir consacré du temps et d'avoir... Et puis, j'ai envie de vous remercier en tant que Luciole. Vous savez, c'est le texte fameux de Pasolini sur la disparition des Lucioles, et qui était un texte pessimiste réellement sur le monde. Et Georges Didier Huberman a repris ce texte récemment et il explique dans son texte que dans les moments des plus grands effondrements de la société, il y a toujours, ici ou là, dans le paysage, des petites lucioles qui ne sont pas les grands phares, en effet, des temps passés, hein, mais ces lucioles, et que pour reconstruire le monde de demain, et qui commence aujourd'hui, cette reconstruction, ça a été dit très clairement. Ce n'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut se mettre au boulot. Eh bien, merci à toutes les lucioles, aux 6 lucioles qui sont sur ce plateau.